comment notre corps fait-il pour générer de l'énergie? Nous allons parler de filières énergétiques et leur influence sur notre manière de nous entraîner. Alors, les filières énergétiques, ça peut paraître un peu compliqué, ça peut paraître un peu théorique et pas forcément indispensable pour s'entraîner. Et pourtant, comprendre succinctement quelles sont les différentes filières énergétiques, comment notre corps se débrouille pour nous fournir de l'énergie, c'est assez important et capital pour la manière dont nous allons programmer notre entraînement, en particulier pour l'entraînement des endurances. Alors, les filières énergétiques, qu'est-ce que c'est? Notre corps, il a besoin d'énergie. Il a besoin d'énergie pour tout ce qu'il a besoin de faire. Dans notre cadre d'entraînement, eh bien, nous allons nous focaliser principalement sur la partie musculature, sur la partie mouvement. Notre corps, il a besoin d'énergie pour contracter les muscles. C'est ce qui nous permet de faire nos mouvements, que ce soit pour courir, pour respirer, c'est aussi un mouvement de muscles, pour faire battre le cœur ou pour aller soulever des poids. Pour tout, il nous faut des contractions musculaires qui demandent de l'énergie. Ce qu'on ne sait pas non plus souvent, c'est qu'il faut aussi de l'énergie pour aller faire le contraire de la contraction musculaire, le relâchement. Ça demande aussi de l'énergie. Bien, tout ça, c'est la base. Il nous faut de l'énergie pour pouvoir nous déplacer, pour pouvoir nous entraîner. Finalement, l'énergie, elle est stockée dans le corps. Elle est principalement stockée sous forme de graisse quand c'est à long terme. Nous mangeons, nous récupérons des nutriments qui vont servir à construire le corps et nous récupérons de l'énergie qui va être stockée, principalement sous forme de graisse et en partie sous forme un peu plus disponible, que ce soit du glycogène, des sucres qui sont dans le sang également et des lipides qui sont déjà disponibles dans le sang. On ne va pas rentrer dans les détails là, disons qu'on a de l'énergie qui est principalement stockée et qui n'est pas directement utilisable. Pour pouvoir utiliser cette énergie, vraiment générer de l'énergie avec cette base, on va dire ce carburant, eh bien, il faut d'abord aller transformer en une unité liquide, en une monnaie énergétique. Cette monnaie énergétique, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. On ne va pas rentrer dans les détails de ce que fait cette molécule, mais elle est à la base de notre production énergétique. Pour produire de l'énergie, de manière liquide et immédiate, il faut de l'ATP. Et notre corps, il en génère en permanence. Il a un petit stock d'ATP qui est disponible au niveau des cellules, mais ce stock, il disparaît quasi immédiatement. Donc il faut le renouveler en permanence. Et c'est ce que notre corps fait en permanence. Il renouvelle ses stocks d'ATP pour que nous puissions continuer de bouger. Et c'est là qu'interviennent les filières énergétiques. Que ce n'est pas si simple, il y a plusieurs manières de transformer notre énergie stockée en ATP, c'est-à-dire en énergie liquide utilisable immédiatement. Et lorsque nous pratiquons un mouvement, lorsque nous nous entraînons, c'est ce qui se passe. Alors, typiquement, si on va voir sur un aspect temporel, on va avoir plusieurs filières énergétiques qui sont utilisées au fur et à mesure qu'on avance dans un exercice. Alors, initialement, vraiment au tout début, dès le départ, on utilise l'ATP qui est disponible. Mais ça baisse très vite. Ensuite, très rapidement, il y a un système énergétique, une filière énergétique qu'on va appeler alactique, qui va renouveler très rapidement ce stock d'ATP. Et ça, c'est vraiment pendant les premières secondes d'un exercice suffisamment intense. Ensuite, cette filière, elle a un avantage, c'est qu'elle est très rapide. Donc très rapidement, elle va aller fournir énormément d'ATP. L'inconvénient, c'est qu'elle a un réservoir qui est très limité. En fait, le système, la filière lactique, elle va utiliser créatine phosphate qui est en quantité limitée pour aller générer de l'ATP. Et ça, les stocks de créatine phosphate s'épuisent très rapidement. Il faut les renouveler et ça prend un certain temps. Donc ce système lactique va être dominant au début pour renouveler l'ATP, mais il va très vite baisser. Intervient alors un deuxième système qui commence à devenir dominant autour de, on va dire, entre 10 et 30 secondes, 10-15 secondes, mais vraiment dominant entre 30 secondes et 2 minutes pour un effort qui continue à être intense, suffisamment intense pour demander beaucoup d'énergie.
Et c'est le système qu'on va appeler glycolytique. C'est la glycolyse anaérobie qui est basée principalement effectivement sur le glycogène et qui va aller transformer le glycogène disponible en ATP. L'inconvénient de ce système-là, c'est qu'il est un petit peu moins rapide que le système lactique, donc il démarre un peu plus tard. Il a un réservoir qui est plus grand, donc il peut durer plus longtemps, il peut fournir de l'énergie pendant un peu plus de temps. Mais déjà, comme il est un peu moins rapide, on est déjà obligé de baisser un petit peu l'intensité. Typiquement, les premières secondes, on va être très intense et on va continuer à baisser ensuite parce qu'on ne peut pas tenir le même rythme qu'on avait sur les premières secondes. Ça, c'est le système glycolytique qui va être un système en fait intermédiaire, un peu moins rapide, un peu plus de réserve. Il a un autre inconvénient, c'est qu'il va générer beaucoup de produits à côté. Alors, du lactate qui va être accompagné d'acide, qui va entraîner certaines baisses d'efficacité des réactions, qui va augmenter la quantité de lactate dans le sang et typiquement, on va monter. C'est ce qui va nous faire sentir un peu cette brûlure. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui se passe physiquement, concrètement, chimiquement dans le corps, mais la sensation de brûlure qu'on a, elle est liée directement à ce système énergétique et tous les produits dérivés qui sont créés. L'inconvénient que ça a, c'est qu'au bout d'un moment, quand on a trop de lactate dans le sang, alors, je fais une petite parenthèse parce que je suis sûr que je le verrai dans les commentaires, le lactate en soi, ce n'est pas mauvais. Mais c'est plutôt un indicateur qui nous permet de voir tout ce qui se passe à côté et notamment l'augmentation d'acide. Ce qui n'est pas mauvais en soi non plus, mais dans certaines limites. En fait, avec ce système intermédiaire, on va augmenter cette concentration et après, ça prend du temps de réduire cette concentration et on va être moins efficace. Et au bout d'un moment, même ce système glycolytique, il n'est plus capable de tenir la distance et c'est le système aérobie qui va prendre le relais, qui va devenir dominant. Souvent autour de 2 minutes, là, le système aérobie devient dominant. Il a un avantage, c'est que lui, sa réserve est quasiment infinie et on peut durer très 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 longtemps, quasiment infini, avec le système aérobie. Mais il est beaucoup moins rapide et là, l'intensité va de nouveau baisser un petit peu. Et ça correspond à ce qu'on voit, si on se met à courir, on peut courir très vite en sprint au début, puis on va devoir ralentir assez rapidement, mais on va encore pouvoir tenir une certaine intensité et ensuite on va encore baisser en intensité quand on avance un petit peu. Et là, on a vu les 3 systèmes énergétiques principaux. Un autre, mais on ne va pas en parler ici. Et ces 3 systèmes, alors, ils fonctionnent toujours tous en même temps. Il n'y en a pas un qui fonctionne avant que l'autre prenne le relais, puis le troisième. Ils fonctionnent tous en même temps, mais on va en avoir un qui est dominant à un moment donné. Si on fait un exercice avec une certaine intensité, une fois que nos réserves d'ATP très rapidement sont réduites, c'est le système alactique, créatine phosphate, qui est dominant. Si on continue, ça va devenir le système glycolytique, et si on continue encore, ça va devenir le système aérobie. Voilà pour la progression, et sans rentrer dans les détails de ce qui se passe d'un point de vue chimique, on va retenir alactique, très rapide, très puissant, nous permet vraiment d'avoir une grande intensité, mais dure très très peu de temps, c'est de l'ordre de quelques secondes. L'avantage, c'est qu'il ne génère pas de produits dérivés qui vont nous poser un problème à long terme. À l'autre opposé, système aérobie, beaucoup plus lent, intensité beaucoup plus réduite, mais par contre réservoir énorme et donc on peut durer très longtemps. Avantage aussi, c'est un système qui est très efficient, qui va générer beaucoup d'ATP par unité d'énergie stockée, tout un tas de systèmes compliqués dont on ne va pas avoir les détails ici, et il dure très longtemps. Au milieu, c'est un peu l'intermédiaire, c'est là on va couper la poire en deux, un système un peu moins rapide que le système alactique, mais avec moins de réserve que le système aérobie et qui génère beaucoup de coproduits. Et donc, c'est ce système au milieu et qui va être dominant chez la plupart des gens. Maintenant, dans l'entraînement, pourquoi c'est important? Pour un entraînement sur la durée, si on n'est pas dans une période d'affûtage, on veut vraiment avoir un pic de performance, l'idéal est de s'entraîner sur les 2 systèmes énergétiques aux extrémités. Le système lactique,
créatine phosphate et le système aérobie et de limiter au maximum le système glycolytique. C'est toute l'approche de l'entraînement antiglycolytique qui a été développée notamment par les soviétiques dans les années 80, qui a été repris par vraiment des athlètes de haut niveau, ceux qui réussissent le mieux, et qui permettent d'avoir une progression régulière. Alors, on pourrait rentrer dans les explications physiologiques et pourquoi ça fonctionne comme ça. Je vais prendre une analogie que j'ai empruntée à des collègues américains de Climbstrong, qui est donc un site qui prépare physiquement les grimpeurs et les athlètes qui vont s'entraîner dans les montagnes, que ce soit pour grimper ou pour faire des randonnées assez intensives. Et on va avoir la représentation pour l'entraînement de ces systèmes énergétiques comme des tours. On va avoir une tour qui est la tour alactique. On va avoir une tour qui est la tour aérobie. L'entraînement, s'il est organisé pour favoriser le système alactique, il va nous permettre d'augmenter la taille de cette tour. C'est un entraînement qui travaille aussi le système aérobie va nous permettre d'augmenter la taille de cette tour. Et entre les deux, on va avoir un filin qui relie ces deux tours, mais ce filin, en fait, il est un petit peu lâche. L'entraînement glycolytique, il va nous permettre de tendre ce filin. Donc, avec cette analogie, on va comprendre quelque chose de très simple. C'est que si on ne travaille pas spécifiquement sur l'entraînement du système alactique et du système aérobie, nos tours ne changent pas de taille. Ce qui va se passer, c'est que beaucoup de gens vont être justement dans cette partie glycolytique au milieu, on va tendre le filin. Donc, à un moment donné, on va améliorer la performance parce qu'on va en effet monter le niveau puisque le filin va être tendu. Mais au moment, on ne va pas pouvoir le tendre plus. Et c'est d'ailleurs beaucoup ce qui se passe avec les gens qui vont aller faire des entraînements dans cette intensité un peu au milieu, c'est qu'il y a des progrès très rapides au début, on tend le filin, et après, on rentre dans un mur, on ne progresse plus, on perd de l'énergie, on a de la fatigue, et même à un moment, on peut arriver à la blessure. Parce qu'on est toujours dans cet entraînement-là. Tendre le filin. Mais le filin, une fois qu'il est tendu, on ne peut pas le tendre plus. Par contre, si on s'entraîne de manière à favoriser le système alactique, et donc on va augmenter la taille de cette tour, sans travailler spécifiquement sur la partie glycolytique, et que dans le même temps, on travaille à augmenter la taille de la tour aérobie, et donc un entraînement aérobie, on va mécaniquement améliorer aussi la partie glycolytique parce qu'on va augmenter les tailles et donc monter ce filin qui n'est pas tendu, mais qui va monter parce qu'on va avoir plus de capacité lactique et plus de capacité aérobie. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout améliorer en ayant un type d'entraînement qui va favoriser les deux extrêmes. Et quand on s'approche d'une compétition, là on ira tendre le filin. Mais on ira tendre un filin qui est déjà beaucoup plus élevé. Et donc comment ça va se traduire concrètement pour l'entraînement? Un entraînement, avant d'aller faire de la haute intensité à intervalle, qui est souvent plutôt de la basse intensité à intervalle, j'avais fait une vidéo sur ce sujet, où en fait on va être tout le temps dans cette partie du milieu, vraiment glycolytique, on veut sentir la brûlure, on veut sentir qu'à la fin on est épuisé, on s'est vraiment donné à fond, on est juste dans la tension du filin. L'idée, j'en parlais aussi dans une vidéo sur Tabata, c'est plutôt que de faire cette approche-là, on va aller sur le contraire, on va favoriser le système lactique, donc on va mettre de la haute intensité, mais vraiment de la haute intensité, pour être sûr qu'on va aller utiliser ce système énergétique, mais on va faire un effort qui ne va pas durer trop longtemps, pour que le système lactique reste prédominant. Et on va donc faire ça pendant quelques secondes, intense et fort, et on va laisser récupérer. On ne va pas monter beaucoup le niveau de lactate, donc ce qui va faire que pendant tout l'entraînement, il va rester relativement bas, et on va récupérer, on va récupérer avec notre système aérobie. On va minimiser l'usage du glycolytique. Comme ça, on va monter cette tour lactique et on va un petit peu monter la tour aérobie. Je rajouterai que pour un entraînement bien mené, il faut quand même augmenter typiquement cette tour aérobie également. Et là, c'est le rôle de la basse intensité. Un effort d'une certaine durée, mais à basse intensité. Typiquement, aller courir, mais en restant vraiment
en dessous de ce qu'on appelle justement le seuil aérobie. Pour beaucoup, ça va demander à courir moins vite que d'habitude pour ne pas aller dans cette zone où on va être plus dans le glycolytique. On va augmenter les tailles des 2 tours. Au moment où on va arriver proche d'une compétition, par exemple, pour quelqu'un qui va aller passer une certification Strong First, il va falloir passer le snatch test. L'entraînement de base, pour aller faire nos 100 répétitions d'arraché avec kettlebell en 5 minutes, il va falloir un petit peu de glycolytique. On va être dans une approche d'affûtage, de picking, vraiment. Mais si on a monté un lactique d'abord et l'aérobie ensuite, aller tendre ce filin, eh bien, ça peut être fait sur l'espace de 2 semaines, parce qu'on aura vraiment construit une bonne base. Donc l'intérêt de comprendre un petit peu les filières énergétiques, même sans rentrer dans le détail, hein, on n'a pas parlé du cycle de Krebs, ou alors comment on va utiliser plutôt graisse, glucides ou protéines pour aller générer de l'énergie, on n'a pas besoin de rentrer dans ces détails-là. Mais comprendre qu'il y a cette partie vraiment au début, un maximum de puissance pour une durée assez limitée, système lactique, et par contre de la faible intensité mais sur une grande durée, qui va être plus le système aérobie, et de limiter ce qui est entre les deux, ça va nous permettre vraiment de monter la taille de ces tours, d'avoir une bonne base. Et il sera ensuite assez facile d'aller faire un affûtage qui va nous permettre de performer à un moment où on va approcher d'une compétition, où on va avoir besoin d'être habitué à ce bain d'acide qu'on va avoir pendant la compétition. Et toute la base de l'entraînement, ce n'est pas d'apprendre à supporter ce bain d'acide, c'est d'apprendre à faire en sorte qu'il vienne le plus tard possible. Et ça va être fait en augmentant la taille des tours à lactique et aérobie. Voilà l'importance des filières énergétiques et dans l'entraînement. Et bien dans l'entraînement, si je prends un exemple typique, on va reprendre l'exemple du Tabata tel qu'il est souvent mal appliqué par les gens qui vont faire 20 secondes d'effort et 10 secondes de récupération. On va être typiquement dans du glycolytique. Déjà, on aura souvent une intensité qui n'est pas si intense que ça, parce qu'on va choisir les mauvais exercices, et on va avoir des gens qui vont aller pratiquer un Tabata alors qu'ils n'ont pas la capacité à générer suffisamment de puissance, telle que Tabata l'a fait lors de ses expériences avec les personnes testées. Bon, ça c'est encore un autre problème. On va générer beaucoup de lactate, l'acide qui va aller avec, et en fait, on ne va pas augmenter la taille des tours. Le simple fait d'inverser et de faire une période de travail beaucoup plus courte, 10 secondes, va nous permettre d'avoir vraiment cette intensité et d'être dans cette partie alactique. Et les 20 secondes, on va être en récupération plus aérobie, parce qu'on ne sera pas monté trop loin dans la génération d'acide. Donc, on pourrait faire encore mieux, faire toujours dans les 10 secondes à peu près d'exercice intense et avoir une récupération plus longue. C'est typiquement les approches qu'on va avoir avec toutes les minutes. Toutes les minutes, ça va nous permettre d'avoir une récupération assez longue pour vraiment être sûr qu'on est en récupération aérobie et on va être toujours en capacité, avec une bonne récupération, de générer la puissance suffisante pour avoir le système alactique qui va travailler. On va avoir des exercices, que ce soit des swings avec kettlebell, où on a tout un tas d'autres approches qui permettent d'être dans cette configuration-là, mais l'idée étant d'augmenter la taille des tours, et une fois de temps en temps, quand on a vraiment besoin, on va aller tendre le filin glycolytique entre les deux. Voilà l'approche qu'on peut avoir avec les filières énergétiques. Pourquoi il est important de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, sans rentrer forcément dans les détails. Retiens cette image des 2 tours et du filin au milieu, et là tu comprendras mieux certaines suggestions d'entraînement que je propose, qui ne paraissent pas si épuisantes que ça a priori, mais qui en fait sont stratégiquement pensées pour permettre de performer sur la durée et surtout d'être en mesure de faire un affûtage au moment où on en a besoin, quand on en a besoin, de la bonne manière, et aussi de limiter les risques de blessures dans l'entraînement, l'épuisement et la perte d'énergie qui va avec quand on a un entraînement qui est trop focalisé sur la filière glycolytique.